Hi, everyone. Thank you so much for joining us today, April 25th, 2026 at 3 p.m. Actually, it's 3:12. It doesn't matter anyway. So we have the honor, the pleasure to welcome the great Dr. Constance Mbasi-Manga, also known as Coco Mbasi. She's a fabulous vocalist, award nominated, award-winning vocalist, and a linguist, vocalist, independent researcher. She'll be talking about the decoloniality in research foundations. What does it mean to adopt a decolonial lens in research? This discussion explores that question as an ongoing orientation, a commitment to epistemic recentering oriented around indigenous ways of knowing and philosophies whose core is relational and dialogic, recognized as epistemically valid and sovereign sources of theory and knowledge. So I won't say more than that. So let's welcome this fabulous lady and incredible intellectual and very generous person, the great Dr. Constance Mbasi-Manga. Thank you so much for listening. Thank you for joining us today. And yeah, let's have fun and learn more about her work. Thank you, Gino. What an introduction. Now I have to fill those shoes. Huh? So I'm so glad to be with you here. Can everybody see my document? Yes. Can you see my document? Can everybody see Decoloniality in Research Foundations? Yes. I'm going to say yes, yeah? If you don't see, shout, yeah? You can all see, yeah? Let's see. Okay, well, let's start. So, what is decoloniality? So, I'll start with coloniality. Coloniality is an epidemic. It's a pandemic like COVID, which has been ruling the earth for, I don't know, centuries and centuries. From the first time when Westerners came to the shores of Africa and decided to do business, and then actually did not decide to do business, but decided to take over. We have been plagued with coloniality. So what does that mean? How can we do decolonial research? I'll start by saying I'm not talking about going back to a time before Westerners arrived in Africa. I'm talking about acknowledging that, yes, we have been colonized as a continent, and diasporic Africans have been taken to many places in the world. But we had roots before. The history of Africa does not start when Westerners arrive on the coasts of Africa. Africa is an old continent, apparently the oldest continent with the oldest population and the purest DNA. So there is a whole history. There are philosophies, there are ways of thinking, knowledge systems, spirituality, and more that predated the arrival of Westerners. So what is it to deal with this decoloniality thing? How do we do research decolonially? Is it even possible? So to explore and grapple with this idea of decoloniality in research, I think it's a lifelong effort. It's not something that we can do once. It's going to be the whole of our lives. And we might get to the end of our lives and still have not being fully decolonized because it's an impossible task. What can we do then? We are a global people. Our trajectory and development was arrested and interrupted by coloniality. And the idea is to do this self-critique and say, okay, who am I? After colonization, after all these mixes, philosophical mixtures and I don't know, ethical mixtures, cultural mixtures. And it's not just the West. We're also mixed with Asia. We're also mixed with Japan, India, John Wayne. We've all watched the movies. So we're mixed with all sorts of cultures. How can I adopt a decolonial lens in my research? I'm going to move to the next slide, which says, what is in a voice?
So I wrote, voice is about communication and the nature of the communication. Bobby McFerrin has a song. I don't know if you know that song. It's titled Freedom is a Voice. I love it because I almost want to say voice is freedom. Voice is an instrument with many facets that articulates and shapes and draws from history and our relationships and our memory and our culture and our knowledge. Voice lives in language, in song, in rhythm. My friend Christo here does this thing, which I cannot do. It's the voice and the percussion that does that. Voice is everywhere. Dr. Gino Sitson himself wrote this Sentiment Eloquence about Goka in Guadeloupe. Again, there's music and there's voice and there's rhythm. So all of those things articulate our history, our relationships, our memory, our knowledge, our culture. Voice lives in language, in song, in rhythm, and in the ways these elements move between generations. And voice is a social presence. Voice carries accent, it carries a cadence, it carries confidence, vulnerability, and all the traces of life shaped in relation with others. If somebody calls you on the phone, they don't have, if you know them, they don't have to say who they are. They'll say hello, and you'll know who it is immediately. So our voice also has, it's like the print of a finger. Our voice identifies us. You hear somebody speaking or singing, you know if they're white or black, things like that. So what is in a voice? Everything is in a voice. Our identity is in the voice. And I'm focusing on the voice because the Polyvocal Research Lab is focused on voice. So on to my next slide. I speak, therefore I am. What is speaking? Speaking is about being present. It's an act of social and epistemic presence. Our voices carry the weight of our histories, our environments, our experience. Bourdieu speaks about habitus, which is a set of dispositions that identify you as being a member of a group. For example, Bourdieu was talking about working class people who had a manual labor. All their professions were in manual labor, and they had a way of walking, they had a way of talking, they had a way of drinking, they had a way of eating, they had a way of relating that made them insiders of the working class group. If they started behaving in a different way, they would be accused of being, I don't know, effeminate or trying to be bourgeois or this or that, the other. So habitus is very important. It reflects how our identities are shaped by family, by schooling, by the societies we participate in. To come back to I speak, therefore I am, let's consider Camp Franglais for a moment. I did my PhD on Camp Franglais, but I didn't look at it in Cameroon, I looked at it in the diaspora. So for those who may not know or who watch this later, Camp Franglais is what I call a hybrid linguistic object, which is basically Cameroonian languages mixed with French, English, and Pidgin English. And in Cameroon, when this linguistic object emerged, it was young people, mainly, or street people who used it to communicate so that others would not understand them. Fast forward 10, 15 years, Camp Franglais made its way in music, in film, in literature. And I looked at Camp Franglais in the diaspora, spoken by adult Cameroonian background people living in France, in the UK, and in the US. And this was no longer about a way of speaking. It was about negotiating home and belonging. They would say things like, le Camp Franglais, c'est ma langue nationale. So you see that suddenly this Camp Franglais becomes a national language, so it's very important. They say, Camp Franglais reminds me of home, where nobody asked me where I was from, nobody challenged my right to be here. So Camp Franglais took on a very symbolically strong role, and it became a marker of its diasporic speakers and where they came from. Let's stay with the idea, I speak, therefore I am. So you know how different cultures tell stories differently. We all know about Les Mille et Une Nuits, I don't know how it's called in English, I think 1001 Nights, where this Arabic storytelling that is very colorful and there's many interruptions and many sort of strands, many themes going on. So the story is not linear. It's very different from Western storytelling. In the same way, testimony, the way we tell people what has happened to us, is different. So I'm thinking specifically about asylum seeker interviews, which is something I want to do some research on. You know how different cultures speak differently, different cultures communicate differently, different cultures have different standards and different ways of doing things. And this can really influence the way people are perceived.
So we had the accent. I'm going back a bit. If somebody comes in a Western context with an accent from somewhere else, a lot of people will think that they're stupid or cognitively inferior or not very educated. But accents do not mean that at all. Those are prejudices. Those are racist biases. But that's the way it is. So if you come to France and you have an American accent, you're fine. If you come to France with a certain African accent from a specific country, then what are you doing here? Or as somebody asked me a couple of weeks back, did you come on a boat? These are the kinds of questions you can have just because of the color of your skin, and it can be made worse by your accent. But that is wrong. It's wrong. That's the wrong way of looking at things. Back to asylum seeker interviews. When interpreters interpret the interview of an asylum seeker, generally the interpreters are white, Western educated, white or not, but Western educated people who are used to linearity in storytelling. So when this asylum seeker is saying, I don't know, let me make up a story. I was walking and somebody told them that I did this, so they said they were going to kill me, and then I had to run, and then I took a boat, and then last week, the week before, my auntie came. You see what I'm doing now? So I've jumped back in time. The week before my auntie came, and she's the one who gave me the money for the boat. So on that Wednesday, I took the boat. So this is, please tell me if you don't agree, somebody, but this is something, this jumping back and forth on the timeline is a very African way of telling stories. And a lot of other Syrians, I don't know, Iranians, the Farsi speakers, many Arabic speakers, their storytelling is not linear. So when they're testifying, the asylum seeker guy, he has managed to come after thousands of sufferings and danger and all of that. He has arrived to, I don't know, the shores of France or whatever, Italy, Spain. The person has to tell their story. And because they're telling their story with their voice, I speak, therefore I am, with their culture, with their history, with their way of doing things, almost automatically, the interviewer will start showing signs of not believing them because the narrative does not fit Western narratives. But that is wrong because the habitus lives in our speech. Because we have dispositions, we've been socialized to speak in a certain way. We grew up in a certain family. We went to school in specific places. We've participated for most of our childhood in a specific world, and that has shaped the way we speak and the way we are perceived. So I was back to the asylum seeker interviews. That is a site of linguistic inequality. You would think everybody who speaks has the same rights, but actually no. It's a site of linguistic inequality because not everybody's word is treated the same. Not everybody's word has the same value. That is because their epistemic centers are different from the epistemic centers of the asylum seekers. You would think that they would know that and take that into account, but no, some people's asylum seeking applications have been canceled and they've been accused of lying just because they do not know the codes of the Western world. So that is something that really touches me and moves me because it's linguistic inequality in the worst way because it affects how credibility is judged and with it, whether asylum is granted or refused. So I like inventing words. I like words. So I invented epigenetic transmission. So I didn't invite epigenetic, but transmission is my invention. Why did I do that? Because song is central to most, if not all, indigenous epistemes, knowledge systems. Song is embedded in daily life, in labor, in music. Singing carries cultural memory, spiritual heritage, aesthetic, and social knowledge. It serves as a vehicle of transmission of the sacred and engagement with the spirit realm. Song heals. African cultures, histories, and memories have endured across centuries through colonial displacement, enslavement, carried by oral traditions or written traditions where there's writing. And song was central to that endurance of Black peoples. It was song that enabled remembrance through the centuries and across all latitudes. A decolonial orientation centers these truths and embeds them in methodological choices and research. What do I mean by that? Let's look at the healing power of song, for example. We have these native peoples of Central Africa who are known as the Pygmies. I say who are known as the Pygmies because the Pygmy is a colonial invention. That was never their name. So these peoples, the Baka, for example, or the Aka, they use song a lot. They use song for healing. They use song when working in the fields. They use song for their spiritual ceremonies and everything. Song is embedded in society.
Song is woven into the fabric of daily life. Singing is a vehicle for memory, a vehicle for knowledge. They teach the children language and culture through song. And what if we embedded song or something else in our research? It can be done because Dr. Gillo Sitson did it. Again, I come back to his book on Sentiment and Locance and Goka. Goka is a rhythm from Guadeloupe, but he wrote a whole thesis and a book centering that drumming, but it's also in walking, it's also in speaking, it's also in being. So he demonstrated really powerfully how it's not just drumming or singing a certain way, it's a whole cultural language. Even in the sway of the hips of a Guadeloupean woman walking on the beach. So this is what I'm talking about when I talk about decoloniality. It's remembering, or at least looking in the direction of other ways of knowing, other ways of communicating, other philosophies, other epistemes. And these songs are very important for the African diaspora because these songs have sustained our cultures and histories for thousands and thousands of years, through generations and through regions. So what does the decolonial perspective have to do with song? A decolonial perspective places these truths at the center of research, letting these epistemes, these ways of knowing, influence our methodological choices, our research approaches, letting the memory and the, I'm going to call it ancestral knowledge, speak through our research, orient the way we address our research. What counts as data, for example? How do we decide what counts as data? Things like that. So some people say, again, this is a gimmick because academia loves creating new words, buzzwords. So is the decolonial lens only a gimmick? I would say no, it's more than that. First of all, there was a tradition. It didn't just fall from the sky now in 2026. Fanon was already talking about decoloniality. Ngugi wa Thiong'o was talking about decoloniality. Lugones, Segato, Mignolo, and others. The decolonial turn officially started in Latin America, so the Brazilians, and I can't remember, but I know mainly Brazil, but Latin America started the decolonial turn as an epistemological way of seeing things. But the genealogy comes from way back. You know, it's not just Fanon and wa Thiong'o, there's others. What does it do in research? It changes the terms of inquiry. Where do I begin with my research? What counts as evidence? Which archives are recognized as authoritative and true and valid? Which languages carry authority? This thing brings me to think again about wa Thiong'o, who wrote novels in Kikuyu. He started in English, being called James, and then changed his Kenyan name Ngugi wa Thiong'o, and then wrote in Kikuyu. So what languages carry authority? How is interpretation framed? It is an epistemological and ethical stance that reorders research practice itself. I'm going to give you a practical example that is very important to me. It's Toni Morrison. So in the US, they were studying why the women who were enslaved in the US sometimes would kill their children. Women, some female women slaves, I don't know what the language is for that, sorry if I'm using the wrong word, would take the children in a barn and cut their throats. Horrible, horrible. The white researchers in the US said it was probably a savage ritual from Africa. They used language like that. It was until Toni Morrison studied that and wrote about it that she said they were killing their children so that they would not be sold in slavery. They were killing particularly little girls so that the master would not wait until they're barely 10 or 11 to start violating them. And they wanted to spare abuse. They wanted their children to not be abused. That was what motivated them to kill their children. I'm not justifying anything, but that was the reason. But until somebody has a decolonial lens, which Toni Morrison had, they can't even read what's happening properly. They cannot even understand why people are doing certain things. And this is why it is very important. It's not just a gimmick. It's not just a buzzword. It represents a profound shift in how research can be approached. It is an epistemological shift. It's an ethical shift. It calls for re-evaluating what we consider as evidence. To these people who were looking at these enslaved women who were killing their children, they thought it was a barbaric act. To somebody who has a decolonial lens, it made sense.
Toni Morrison was able to understand why they were doing that. And that is very important because we reevaluate what counts as truth, as evidence, what archives and languages hold authority, and how we frame our interpretations. So what Toni Morrison did in that example is that she reframed the interpretation of something that human beings were doing. Another advantage of adopting a decolonial lens is that it reshapes the way we do research. It encourages us to question the starting points of our inquiries, the frameworks within which we interpret findings. It is demanding, though, because it means that we have to mindfully reconsider everything we have counted as knowledge to date. Everything we've counted as knowledge to date. But by embracing stances like that, it's not easy, but it helps us to challenge the status quo and pave the way for more inclusive and equitable research methodologies. On a personal level, I think it also enables me to be reconciled with the idea that knowledge pre-existed the arrival of Westerners in Africa and that all our ancestral knowledge is valuable. We say that. You know, we take African dance lessons, we play the djembe, we do some, for us, those of us who are musicians, will play things that are from home. But really, when we want to do serious things, quote unquote serious things, how often do we integrate that knowledge of our ancestors? So on to the next slide. Gino, please tell me if I'm going over, I hope not. Who rebuilds the house of knowledge? Who rebuilds the house of knowledge? Looking at who rebuilds the house of knowledge, let's focus on the pivotal role of indigenous philosophies and practices in shaping our understanding of knowledge. What is knowledge? Our indigenous philosophies are living, breathing frameworks. They offer profound insights into the way we perceive and interact with the world. A decolonial orientation will compel us to examine which philosophies and practices are invited to contribute to the house of knowledge. We must ask ourselves, who decides the legitimacy of these contributions? For example, for me, by recognizing Sawa epistemology, Sawa means the coast of Cameroon, where my father and my mother came from. That's the origin, the region, the origin of my ancestors. So by recognizing Sawa epistemologies, or if you're from somewhere else, it can be Ubuntu, Southern Africa, which is more known, and there are other indigenous ways of knowing. As theory and method, we change the conventional norms and expand the horizon of our research. It's crucial to consider the language, archives, forms of expression that are valued when building, circulating, and validating knowledge. Are we inclusive in our approach? And when we are inclusive, what are we including? Post-structuralism, Greek mindset, Hebrew mindset, what are we including? Are we also including the global majority? Thankfully, now in academia, you have a lot of academics who came from other places. One of my favorites, for example, is Homi Bhabha, who was Southeast Asian, I think Indian, who wrote about third space and other things of being in between culturally. Things like that. Somebody who is not in between could not have written that. So the global majority has lots of voices that need to be heard. Reorienting, rethinking these things is reconsidering other forms of expression that are valued. Are we including them? Are we at least acknowledging that those things exist, even if we don't adopt them? But are we at least acknowledging? Have we done a thorough literature review, reviewed those other ways of knowing and said, okay, I want this, I don't want this, I don't want that, but at least to have the option. And I don't think decoloniality is only for global majority background academics. Decoloniality is for everybody. It's for everybody. The way Greek thought is for everybody. Socrates is for everybody. So Wationgo is for everybody. It's really an invitation for anyone who is curious enough and brave enough to look at other ways of knowing. By doing that, by questioning who sets the terms of knowledge, we pave the way for a richer, more diverse tapestry of knowledge, which honors and incorporates the wisdom of all cultures. So as we continue this exploration with open minds and hearts, it will help us embrace the vast array of knowledge systems that the world offers. On to the next one is roots and wings, hugging the parler tree. The parler tree is called in French, l'arbre à palabre. This is an African tradition that is pretty much, I think, in most
West African and Central African countries, where traditionally societies, communities would come together under a big tree, a baobab tree or some big tree like that, and they would do councils with the chief or the head of the family and family members. Sometimes it's women only, sometimes it's men only, sometimes it's everybody, including the children, to discuss the important things happening in the community that needed people to weigh in, that needed people to evaluate, to discuss conflict resolution, all sorts. The parley tree. So I say roots and wings, hugging the parley tree. Why? Roots indicate groundedness, being rooted in the ground, solid, having solid foundations. Wings indicate freedom, limitlessness. I'm referring to Sawa epistemologies, but feel free to replace it with any other indigenous epistemology that's more relevant to you. Sawa epistemologies place knowledge in meeting and gathering, relationality, dialogue, and attention to the collective that sustains the individual. So I spoke about this in a conference, and somebody says it's communism. I said, no, it's not communism. It's not communism. Many indigenous epistemologies recognize the importance of the individual, but also that the individual is rooted in the community. So it's relational, dialogic, attentive to the collection, but sustains the individual. Knowledge is made and held in relation with one another, shaped by the roots, by the memories, by the commitments, forms of assembly. And that is where the inquiry takes root. And this perspective encourages people to consider how knowledge is interconnected with our histories, our memories, our commitments, how it's shared with the collective. Individuals are anchored in tradition while simultaneously reaching out towards new possibilities and understandings. And what I call hugging the tree, which is literally putting your hands around the tree, is holding on to that arba palabra mindset, the relational, the dialogic, the attention to the collective, and still sustaining oneself. I want to add something there. I don't know if people are aware of this, but at least in ancient Sawa philosophies, when they gathered to discuss about something, a problem, to resolve something, they would take into account the people who were sat there, but also those who are already gone, so the ancestors, and also those who were not yet born. So it was kind of considering that we're all one. Those who went before us and those who are not yet born, we're all one. So it's spiritually including everybody in this parley, in this discussion. There's a vertical relationality and a horizontal relationality. And of course, there was also the divine. The Sawa did not have a cosmology. There was one God, but they thought that God was pure. So you had to go through, I don't know, spirits or whatever. I personally do not believe that, but I have to take that into account when I'm looking at the vast encyclopedia of knowledge that my ancestors left me. Just this idea of not thinking, oh, it's me and my research and it's just me. No, no individual is alone. We have roots and we have wings. We have things that we're going to leave to other generations. We have things that we carry inside of us, literally cells. Biologists know that we have cells from our ancestors, particularly our mothers. Children keep the cells of their mothers and grow with them, male and female. So we literally carry cells of our ancestors in our bodies, and we carry the knowledge of our ancestors in our bodies. That's the idea of this roots and wings, hugging the parley tree. I'm coming to the end now, so I hope I'm still in the time, within the time frame, Gino. This is a fascinating topic to me. So this is an invitation, not a conclusion. It's an open invitation to reconsider and question the assumptions that often overshadow the diversity and richness of the philosophies and cultures of the world. The idea is to integrate these philosophies, or at least consider them. We don't have to integrate them, but at least consider them, to deepen our inquiry and move towards more relational, dialogic, and generally rooted forms of knowing. Ubuntu means I am because we are. Sawa epistemologies are very similar in that way. There are other differences, but this thing of I'm not just an individual who fell from the sky alone, but I belong to a group. And the image of the parley tree is powerful because it symbolizes a space where people can continue to gather, exchange ideas, and nurture collective wisdom. Under the parley tree, you have the 100-year-old grandmother and you have the 2-year-old toddler. And between these generations, there's an exchange of wisdom and communication. So the gathering isn't an endpoint, it's an ongoing process. Adopting the decolonial lens is an ongoing process. And what I'm inviting us to do
is to be encouraged to continually engage and be curious with everything that exists out there. It's not about reaching a definitive conclusion. I have not reached a definitive conclusion. I will not embrace everything from all cultures. But there are some things that are useful to me. And the lens offers us an opportunity to rethink and reshape the way we perceive and build the house of knowledge, ensuring that it remains inclusive and reflective of diverse worldviews recentered on the global majority. Thank you very much. I hope you found it interesting. If somebody's interested, I have references here. Over to you, Dr. Gino Sisson. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Constance. Such a pleasure to have you here. I mean, I guess there are a bunch of questions waiting for you. I mean, from the audience, from people who are here, those friends, great friends who are here, very smart. I know that among all these friends, there are some of them, I mean, who mostly speak French, but why not? You know, I know Paola, you can ask questions in French. It's just that I've studied in English for 20 years, sorry, but you can ask questions in French, it's fine. Yeah. So you guys have the floor, but I have a question, if you don't mind, but how do you, jump from the hat? I mean, I believe that, I think you have two hats, right? A scholar, a researcher, and a musician, vocalist. Most of the people who know you, I mean, they're like, I know about you a little bit. How do you do it? You know? Well, I don't jump. I don't. How do you combine those two, I mean, fields? I mean, if I can put it this way, I mean, with great difficulty. because most people are not ready to embrace both. So for many people, if you're a singer, a composer, a musician, and you do academia on the side, they're like, oh, you're not a committed artist. You're just doing it as a hobby. But that's not true. I'm passionate about it. And if you're an academic who sings, most people in academia are like, oh, okay, so is that a hobby? Do you do karaoke? But if you start telling them that you have albums and you do concerts, it's very complicated. But why should we pick? Why should we choose? My uncle, who has now passed away, was the storyteller of traditional Sawa stories. Tika Kule, who wrote the epic Jekyll and Jamba Inono. That was my great uncle. But he was a man with a job. And then at the weekend, he would transform into this guy with paintings and le panier, tout ça pour raconter l'épopée. So why do we have to choose? Can I not choose, please? So as I say, it's not easy. It's a negotiation, but I want to impose it because it's not just about me. Again, this parler, l'arbre, palabre. I'm sure there are some kids behind who are kind of thinking, I want to do this. I want to do this. So if she did it, I can do it. I hope that answers your question, Yeah, that's beautiful. But I have another one. I'm sorry, guys. I don't want to hold the floor, but my other question was about the you have a new book, right? You have a book out there. Can you talk about the book, your new book, and your new CD also? I mean, we're really into learning more about your work. Also, thank you so much. Besides being the scholar you are, like bringing us some spices of your talent as a vocalist and as a, there are a bunch of stuff to say, and I'm very impressed. Thank you. Thank you. I'm impressed by what you do, Gino. So, mon livre, c'est Language, Home and Belonging. C'est dans la liste de la bibliographie. C'est mon doctorat, en fait. J'ai écrit ma thèse sur le camp franglais dans la diaspora comme un outil de négociation du sentiment d'appartenance. Et en fait, ça a été publié par Routledge. Je n'en reviens toujours pas, parce que c'est un des plus grands éditeurs. Ouais. Et c'est le jour de ma soutenance où l'examinateur a fini. Il m'a dit deux choses. C'est rare qu'il y ait des thèses comme ça avec pas beaucoup d'erreurs. J'ai dit merci, mon Dieu, ça c'est mon background de traductrice parce qu'on a des yeux comme des lasers quand on est traducteur. Et aussi, il m'a dit, et c'est très intéressant, va chercher quelqu'un pour publier le livre. J'ai dit, ah bon, j'y croyais à moitié, je vous dis la vérité. Mais j'ai contacté Routledge 1 an plus tard de réécriture, de reforme, à la sueur de mon front. J'ai fini le manuscrit et ils l'ont publié. Donc, ce n'était pas facile. Et j'ai eu 6 peer reviews, 6 personnes, des gens de partout, je ne sais pas qui, à qui on a demandé de regarder si ça tient la route et tout ça. Donc, ça, c'est mon livre. Il est partout, même sur Amazon. Language, Home and Belonging, The Case of Camp Franglais.
Et mon dernier album est sorti en décembre 2025, le 15 décembre. Il s'appelle Ewekedi Part 1, ce qui veut dire la création, la nature d'une chose et la création. Il a 8 titres, je l'aime beaucoup. Allez aussi écouter pour me dire si vous aimez. Et c'est dans mon style habituel, un peu, je ne sais pas, ma musique c'est quoi alors? Afro jazz avec des influences classiques, je ne sais pas. Voilà. Donc, merci vraiment, Gino, de me donner l'opportunité de parler de ces choses-là. Mais si vous voulez qu'on continue à faire ces choses, il faut soutenir les artistes et les académies. Voilà. Achetez les livres et les disques, les amis. Achetez. Oui, Alors, oui, oui. on va donner la parole. Je vois quelqu'un. Pardonne-moi, docteur Narcisse Fomoton. Il y a une dame, je crois, JJ. Je crois qu'elle s'appelle JJ. Peut-être qu'elle a une question à poser. À vous l'antenne. JJ, do you speak French or English? I think she speaks both languages. Alors? JJ? Gigi? Muriel, I think it's Muriel. Yeah. Okay, okay. Go ahead, Dr. Narcisse. Fomoton. All right, thank you very much. Thank you very much, Dr. Kokombasi. We will try to say Dr. Kokombasi and not just say Kokombasi. Okay, don't So have to, that but that's fine. you should know the difference between the singer and the researcher. I would Yeah, like to know, thank you very much for the presentation. The topic is quite interesting. I have two questions or comment you can answer or just comment as me. First of yeah, all, you talk about Abra Apalab. You are talking about decolonization. In a previous research of mine, I found that even the noun Abra Palabra is palabra, is Spanish. Espanol. Yeah, Maybe we will first of all begin to change the concept that we use to qualify some aspect of our culture. So that's my first comment why we don't find a good word to say it. Maybe in Gabon they say Aba or Casa de Aba, something like this. But in yeah, a different country we can have different manner to call it. And maybe that is the first thing you have to do to change concept. The second thing is absolutely. Canfranglais. You said that your PhD was in Canfranglais. Very good for the book. I would like to read the book and discover and learn in many things about in the book. I am sure. But my question is, we are talking about decolonization. Do you think that Canfranglais can be used as a language in Cameroon so that maybe it's some way it's a way also to be decolonized? If you use a language that is a mixture, a kind of something innovative, it can be a maybe something interesting. Do you think about it, or do you have to make what can I say amendment for the government thing like this? Maybe. You're so ambitious, Narcisse. You're absolutely right about l'arbre à palabre. Oui, c'est un terme colonial. Moi, je sais comment on dit ça. On dit wasabouma, c'est-à-dire sous le baobab. Je ne sais pas alors comment on dit ça dans toutes les autres langues. On dit, chez les Pongo, on dit dinenda wasabouma. On va sous le baobab, c'est ça. Donc, oui, c'est imparfait, hein, mais vous avez raison. Je travaille avec un terme colonial. Et donc, la prochaine fois que j'en parlerai, je vais mettre le terme de ma langue et traduire. Et pour ce qui est du camp-franglais, non, je ne pense pas qu'on puisse utiliser ça comme langue parce que ça n'a pas été vraiment développé comme ça. Par contre, je trouve que c'est une réappropriation des langues coloniales. Et ça, c'est venu des gens avec qui j'ai parlé. Parce que je leur disais, mais vous parlez français, vous parlez anglais, pourquoi vous communiquez dès qu'ils se voient à Paris là? Gars, dis donc, tu es bac à la langue, machin. Je parle très mal, donc je vais m'arrêter là. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Ils ont dit non. Parce que le français et l'anglais, c'est la langue des Blancs. Les langues vernaculaires, et je ne suis pas d'accord, hein, mais c'est eux qui m'ont dit ça, c'est les choses du village, c'est les grands-mères qui nous ont appris ça et tout ça. Le camp-anglais, et beaucoup appellent ça le franc-anglais, c'est nous-mêmes qui avons créé ça. Donc c'est une forme de réappropriation de l'imposition des langues coloniales. Mais en faire une langue, mon frère, il y a du boulot là, hein, Narcisse. I don't think so. Oui, oui, si je peux me le permettre, il y a du boulot, mais c'est aussi ça le challenge, d'une certaine Oui, façon. Si on oui, décide, les politiques linguistiques s'y mettent là, les linguistes, depuis des années, on étudie les articles là-dessus. Ce n'est pas qu'on ne pourrait pas forger une grammaire, une conjugaison. Toutes les langues ont ce processus-là. N'est-il oui, pas un c'est problème de clair. réelle volonté politique? Tout Peut-être je à suis fait. très rêveur, mais en même temps, si on voudrait bien être décolonisé au sens propre Ouais. du terme, ou se réapproprier, comme autant je le disais, de ces langues coloniales-là, peut-être c'est aussi un Oui, chemin. Parce qu'on avait dit c'était un langage très jeune, mais ces jeunes sont devenus vieux. Est-ce qu'ils ont oublié le oui, langage qu'ils utilisaient?
Non? Non, Ça veut dire non. qu'on a passé 10, 15, 20 ans, et, ou même 40 ans, ces 50 ans, ils parlent, ils comprennent de plus en plus. Alors, ce Oui. n'est plus un jargon de jeunes, c'est peut-être, à mon humble avis, un manque de volonté politique totale. C'est Tout quoi? à fait. J'avoue que je suis un peu plus traditionnaliste dans ce sens-là, parce que s'il faut développer pour moi, hein, personnellement, des livres, des grammaires, de tout ça, je préfère leur faire ça en Medumba, Douala, Sauf Bassa. qu'on aura tellement de choses, hein. On aura, Oui, c'est ça aussi le challenge, on aura tellement de langues. Euh, en il y fait, a- comment le premier président du Cameroun appelait ça, le deuxième président, le développement auto-centré, c'est-à-dire chaque région fait son truc, quoi. Mais je ne sais pas. Merci. Ouais. De rien, merci, super question. Alors, je vais Alors, poser. Muriel, oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Mbassi. Je suis vraiment contente que vous soyez là aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais en tout cas, je vous remercie pour le passage en particulier avec le reframing de docteur Morrison par rapport aux femmes noires américaines qui, en fait, tuaient leurs enfants, mais à la fin, lorsqu'elle a expliqué, elle a pu montrer que derrière ça, c'était pas juste un acte violent qui destine, voilà, et qui avait derrière en fait une envie de sauver leurs enfants. Et je viens de la Guadeloupe et je vous avouerai que parfois en fait on interprète souvent nos comportements comme étant vous êtes des violents, vous êtes des sauvages, on ne comprend pas votre comportement. Et là, le fait que vous ayez pointé ça du doigt, je vous remercie beaucoup parce que souvent on dit vous êtes que des grévistes ou vous êtes lents, vous voulez pas travailler. Alors on a toutes sortes d'a priori, mais on voit pas derrière que y a une volonté aussi coloniale d'asservir, même si on nous traite de département français. Derrière, on n'est que des colonies. De toute façon, quand je vais aux États-Unis, on nous dit ah, vous, la colonie en Guadeloupe. Et je pense que lorsque vous dites également que tout le monde a besoin un peu de décolonisation et puis de travailler un peu dessus, je pense que c'est quelque chose que vous devriez pousser encore plus parce qu'on en a vraiment besoin à l'heure actuelle, surtout en plus dernièrement où justement des anciens colonisateurs n'ont même pas accepté de dire pardon. Je pense que vous êtes tout à fait d'actualité et en fait, je vous pousse dedans. Alors moi, c'est plus un encouragement, je vous avouerai plus qu'une question. Merci beaucoup. J'aimerais bien que, je ne sais pas si c'est le cas en tout cas dans vos travaux, de pousser encore plus pour montrer le parallèle un peu des idées un peu préconçues qu'on a sur certains peuples, sur certaines cultures. Et de mettre ça en avant, de montrer, non, derrière, il y a une explication. On n'est pas des sauvages et des noirs qui sautent et qui dansent, mais on est aussi des têtes pensantes qui voulons apporter des choses au monde. Alors, merci beaucoup, Muriel. Merci. Il y a tellement de choses comme ça, vous avez raison. Même le phénomène des noms des Noirs américains, les gens se moquent beaucoup des Queen, Lakeisha et tous ces noms-là. Mais en fait, l'explication est simple. On les appelait Mary, Jane, machin, pendant l'esclavage. Et quand on vendait leurs enfants, ils donnaient des noms comme ça parce que des Mary, il y en a 70. Lakeisha, si on te dit qu'il y a une Lakeisha, tu sais que c'est ta fille qui est dans la ferme d'à côté. C'est tout simple, quoi. Mais l'interprétation est tout de suite négative. Comme vous dites, oui, c'est des barbares qui donnent des noms bizarres. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Et merci beaucoup pour l'encouragement. Merci. Merci. Merci Muriel pour cette merveilleuse question. Enfin, vraiment très enrichissant en tout cas. Vous avez d'autres questions, docteur bien-aimé Kessler? Un peu en retard aujourd'hui. Non. Paola. J'étais en collaboration avec quelqu'un, un de tes compatriotes, qui organisait à l'Ouafrique, recevait cette dame-là, c'était Dr Blandine. Question de gestion de déchets, donc on vient de terminer avec ça. D'accord. Désolé. Alors, je demande mon fils, Guy Hervé, tu as une question. Jacques Epangin. Oui, moi j'ai une question.
J'ai une question. Je ne pouvais pas lever la main parce que je n'arrivais pas à le faire de mon téléphone. Bonsoir tout le monde et bonsoir docteur Bassi. Merci beaucoup pour cette présentation que j'ai pris court, mais très pertinente, très intéressante. Moi, la question que je me pose, je me la pose parfois aussi quand je suis, par exemple, Gino qui est ici, c'est de savoir en fait à quel point le travail de l'artiste va inspirer le questionnement scientifique. Dans le cas de ce travail, à la fois le livre que je découvre et que je vais me faire le plaisir de lire, mais aussi la thématique de cette présentation aussi, je me dis, il y a forcément un rapport entre l'expérience personnelle de l'artiste, le parcours personnel de l'artiste, le travail de l'artiste, et que ce travail-là viendra probablement enrichir le questionnement scientifique, comme pour combler soit un vide ou apporter une dimension scientifique au travail artistique. C'est des interrogations que suscitent souvent les travaux d'artistes qui vont aussi faire un travail ou proposer des travaux scientifiques. Est-ce que vous y voyez un lien, par exemple? Si oui, lequel? Oui, j'y vois un lien. Le lien, c'est que la musique est un langage universel. Donc, si je me mets là pour raconter mes histoires de décolonialité, le commun des mortels va me dire, ah, surtout au Cameroun, ah, dis donc, tu nous fatigues avec ces trucs-là. Par contre, dès que je me mets à chanter, ben, d'un seul coup, on écoute. Donc, c'est un peu... je vais prendre un exemple biblique. Je n'impose pas la Bible aux gens. Hein. Je ne suis pas religieuse comme ça, mais l'apôtre Paul, quand il parlait aux Romains, il parlait le langage des Romains. Quand il va chez les Éphésiens, il leur dit, vous avez le temple de la déesse Artémis. Donc voilà, je vais vous dire. Quand il va chez les Hébreux, il dit, moi-même, je suis descendant de Lévite. C'est ça que je fais en fait. C'est-à-dire que j'utilise des langages différents pour toucher des gens différents. Mais je pense que c'est parce que, j'ai grandi avec un père académique, donc prof d'université et tout ça, et qu'il nous avait mangé le livre de gré ou de force. Donc, on n'avait pas le choix. Et j'aimais aussi. J'aimais beaucoup lire enfant. J'avais pas de télé. Moi, j'ai grandi sans télé. Hein. Je crois que la télé a commencé quand j'entrais dans l'adolescence. Mon père a dit que dans sa maison, il n'y aurait pas de télé. Donc, l'entertainment, c'est soit tu étais dehors, tu joues, soit tu lis des livres. Donc, j'ai lu beaucoup de livres. Donc, j'ai toujours aimé les lettres, la réflexion cognitive et tout ça. Et puis, j'étais aussi faible physiquement, j'étais prématurée. Donc, personne ne te bat quand tu lis un livre. C'est simple. Quand tu vas jouer avec les autres enfants, on te menace et tout ça. Donc, les livres sont devenus mes amis, en fait. Donc, je pense que pour moi, c'est des façons de communiquer différentes. Je dirais, au risque de vexer tout le monde, que la musique est supérieure. Parce que la musique n'a pas besoin que l'autre parle ta langue du tout, quoi. Donc, il y a quelque chose où la musique peut toucher tout le monde, quel que soit le background, l'âge, la couleur de peau, la culture. Mais le côté académique est très, très important pour moi parce que je dois décortiquer les choses, y réfléchir. Je ne sais pas, Gino, je suis sûre que ton doctorat était facile. Moi, il y a eu beaucoup de larmes. Donc, se poser des questions, se dire, oh là là, pourquoi j'ai commencé à faire ça? Revenir sur ma réflexion, ça me permet de m'analyser, en fait. C'est comme une thérapie. Donc, pour moi, c'est deux formes de thérapie. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Très bonne question. Ouais, c'est très clair, merci beaucoup. Alors, des questions. Paola m'a dit qu'elle avait écrit sa question. Christo. Oui, il y a un message là dans le chat, on dirait. Ah, il est arrivé. Attends, le message est parti. Attends. Je suis dans le train, je vous écris ma question. Ah, ok. J'ai pas vu la question. Non, moi non plus, pas encore. Paola. Alors, Muriel, elle a posé la question. Kessler. Paola. Mais tout le monde est timide ici. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Non, non, mais non, en fait, j'ai J'ai pas écouté la présentation. J'imagine que surtout c'est une thématique qui me concerne. Je l'ai caché dans la thèse, mais la thèse est basée sur justement sur cette lecture décoloniale d'un espace qui s'appelle Port-au-Prince, c'est-à-dire la capitale de l'Haïti, où bien sûr le corpus qui est sous mes yeux là, laisse-moi prendre mes lunettes, désolé, mes yeux ne sont pas aussi bons que vous. Et, et le corpus en termes de bibliographie indicatrice qui est là, c'est des ouvrages que j'ai mobilisés pour mon travail. Oui, oui.
Et pour étudier justement la spatialité de Port-au-Prince, qui est un artefact colonial, et notamment Haïti, bien sûr, vous connaissez bien sûr Haïti en tant que tel, mais Port-au-Prince, qui est la capitale, vraiment Oui. inventée pour des Blancs. Et bien sûr, nos grands-parents, les Africains, étaient là en seconde zone pour faire le travail pour des Blancs. Et Mhm. donc, l'espace est spatialisé, disons, est incarné certaine manière ou mise en scène d'une certaine manière que, bon, en tout cas moi-même j'ai interrogé de dire que la ville ne présente pas son aspect colonial. Et ça a été assez curieux. Et cette mise en scène du passé n'est pas nécessairement faite et pour des raisons, bien sûr, du colonialisme culturel haïtien, nationalisme culturel haïtien. Mhm. Et la thèse, bien sûr, se base sur les éléments, c'est-à-dire sur cette lecture qui nous proposent ces différents auteurs-là, et Oui, à partir d'un ancrage latino-américain, caraïbéen, pour dire oui, qu'il y a un de nos grands-parents, depuis 1791, et il a précédé et ces écrivains-là ou ces penseurs-là qui sont sous mes oui, yeux. Il a oui. précédé, pas comme dans les écrits, mais dans un discours qu'il aurait prononcé, qui est assez manquable. C'est le discours qui s'appelle, monsieur, vous tapez son nom, qui s'appelle de Judy Bookman. Et, et 1791, c'est un moment marqueur Mhm. et qui fait que à ce jour-là, les esclavisés ont décidé pour de bon de proposer une autre lecture parallèle par rapport au monde de blanc. Et il a dit, c'est fini avec le monde des blancs. À partir d'aujourd'hui, 1791, nous décidons et de nous libérer. Donc, ça, il se considère comme personne à part entière. Tout le reste vient après. C'est Donc, super, ça, justement. C'est ces choses-là qu'on doit mettre dans nos écrits pour que les oui, gens c'est ça. sachent. Bon, en fait, la thèse, justement, ces écrits-là, bien sûr, m'ont inspiré. Et ça a précédé, bien sûr, Mignolo, a précédé, par exemple, Madame Le Gonesse, a précédé tous ces grands mentors-là. C'est intéressant. Mais Oui. cette lecture décoloniale, pas Mhm. nécessairement postcoloniale, bien sûr, ça a précédé postcolonial en tant que lecture. Oui, oui. C'est une critique, bien sûr, du colonialisme. Mais c'est cette position de dire nous existons à partir de nous-mêmes et ce Oui, décentrement et oui, que j'ai trouvé quand même cet ancrage dans cette soirée où ce monsieur et qu'on a coupé sa tête et mis sur la place d'armes pour montrer que il est blanc bien sûr oui. pour montrer que on ne joue Oui, pas avec on ne joue pas avec donc merci beaucoup pour ce corpus que vous mettez ça sous mes yeux parce que j'ai de beaucoup de rien. distance présentement avec mon travail. J'en ai parlé aussi du fait de suivre une façon de connaître les choses, un savoir, des philosophies euh, antérieures à l'arrivée de la colonisation. Oui, 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 C'est-à-dire oui, oui, oui. Ouais, c'est bien, c'est de ça toute que façon. l'histoire de Bon, l'Afrique et surtout que commence par là. le colonialisme, de toute façon, et la modernité coloniale considère qu'ils nous provincialisent Oui. et que comme ça, on n'existait pas avant. Alors que... Alors qu'on existait depuis des Oh, millénaires, bien sûr. et Et tout ça. ce qui m'a permis, en fait, d'opérationnaliser le concept, mémoire fondatrice, d'une part, et la colonialité du territoire. Bien sûr, c'est un complément que Oui, oui. je fais avec le concept colonialité du pouvoir. Mais à bien regarder, j'imagine, vous avez des nouvelles concernant Haïti, concernant Port-au-Prince. Ben, bon, en tout cas, jusqu'à présent, je suis entêté de croire que nous sommes dans une colonialité du territoire où cette spatialité est attachée à des centres et qui, justement, au niveau politique, cet espace est incapable de se prendre en charge. C'est Et, pas évident, hein, on ne se débarrasse pas. Je donc, parlais de ça un petit peu au début. et Il c'est faut se ça, décoloniser par exemple, soi-même, sinon on justement, peut. on a les ports haïtiens actuellement qui est occupé, Oui, oui, oui. il y a des gens, les Américains ont saisi pour placer leur base. Et au niveau politique, il faut demander aux Blancs, il faut demander aux Américains, au niveau, les intellectuels haïtiens, etc., quel que soit vous entendez globalement, mais ils sont quand même dépendants de leurs anciens maîtres, hein, d'un point de vue de colonialité du savoir et de Mm. l'être également. Donc, c'est une problématique que nous devons adresser avec beaucoup de courage. Et donc, Oui, je reste un peu très, très, très ancré dans ce concept-là qui est quand même
que je tente d'opérationnaliser la colonialité du territoire haïtien. C'est intéressant parce que ça ne concerne pas que Haïti. Hein, non, du tout pas. L'Afrique est dans la même... Ouais, mais par exemple, en fait, la plupart des espaces coloniaux Oui. et post-coloniaux, disons, Oui. sont bien ancrés dans cette perspective-là, à bien lire, et disons, l'Américain aux Américains, et c'est-à-dire toutes les richesses, tous les gens qui y sont, également, ce sont des biens et meubles et immeubles des Américains. Donc, c'est cette logique-là. Et puis, bon, c'est manifeste, c'est-à-dire ils opérationnalisent, ils prennent des décisions pour traiter les gens, pour traiter les richesses, pour traiter l'espace comme tel. Donc, et j'ai bien aimé une dernière position de M. Théophile Obenga qui dit cette zone n'existe pas. En tout cas, il l'a dit pour l'Afrique, bien sûr, mais il l'a dit également pour l'Amérique latine, qui dit, mais écoutez, vous n'existez pas parce que vous n'avez pas des gens qui peuvent prendre des responsabilités à part entière par rapport à ce qui est de mise pour de bon en termes d'enjeux territoriaux, d'enjeux politiques, d'enjeux de société. Donc, vous n'existez pas. Merci. Wow. Bon, c'est chez vous. Obenga est chez vous. Hein. C'est un grand nègre. C'est un grand nègre du continent. Gabon, ouais. Du continent, ouais. Du Gabon, ouais. C'est un grand nègre du continent. D'accord. Alors, il y a une question qui vient avant Muriel de Paola qui demande à Dr Constance Massinanga, pensez-vous que l'usage de nos langues en musique contribue encore, comme cela a été à une époque, à décoloniser nos esprits? C'est une très bonne question, Paola. Personnellement, moi, ça m'a sauvé la vie. Mon père était un linguiste et très attaché à ses traditions. Donc, on avait une semaine en français, une semaine en anglais, une semaine en douala, une semaine en pongo. Donc, sa langue est la langue de ma mère. Quand on lui parlait dans la mauvaise langue, dans la mauvaise semaine, il ne répondait pas. Je ne sais pas où il a trouvé la force de faire ça, mais il a fait ça dans la maison. Donc, tous les gens qui habitaient chez nous, on a eu des cousins et tout ça, parlaient douala, pongo, français et anglais. Et en fait, il m'a sauvé la vie parce que quand je reviens en France, que je suis née en France, je reviens en France à l'adolescence, c'est le fait d'avoir connu ça, d'avoir pu parler à mon arrière-grand-mère, d'avoir pu chanter en pongo, en douala, d'avoir pu comprendre les contes racontés dans ces langues-là, qui m'a permis d'avoir une identité à l'époque où les autres avaient des petits copains et moi, on me disait que mon nez était trop gros ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que ça m'a donné un socle sur lequel me poser en disant, attends. Je sais que je ne sais pas tout là, mais ce que vous racontez sur moi là, ce n'est pas vrai. Et ça m'a donné la confiance. Bon, ça m'a aidé que j'étais bonne à l'école, donc ça m'aidait aussi. Parce que malheureusement, souvent en Occident, il n'y a que ça qui parle. Si on n'est pas académique, ben, on n'existe pas. Donc, ça m'a aidé. Mais Paola, à 100%. Moi, j'ai un peu foiré avec mes enfants parce que j'étais mariée avec quelqu'un qui ne parlait pas couramment la langue, donc c'était compliqué de tenir... de parler la langue, moi, alors que le français était la langue commune de tout le monde. Donc, voilà, j'ai lâché. Mes enfants ont des notions, mais ils ne parlent pas couramment. Mais c'est très important. Je trouve ça très important. Et c'est pareil pour les créoles. Peu importe. Une langue qui n'est pas purement juste la langue du colon, même si c'est une remouture, réinterprétation, c'est pas grave. Qu'on ait mis quelque chose de nous dedans, c'est très important parce que ça nous donne un sens d'identité. Maintenant, il est discrédité parce qu'il était sur l'île à Epstein, mais Chomsky disait que la langue qu'on parle conditionne comment on réfléchit. Et je suis d'accord avec lui sur ça. Je ne sais pas ce qu'il allait faire chez Epstein là-bas, ça ne me regarde pas, mais il a raison. C'est-à-dire que le fait même d'avoir une autre langue, même quand on apprend l'allemand ou l'espagnol, on ne s'exprime pas pareil dans les autres langues qu'on apprend. Il y a tout un mindset qui vient avec. Donc, Paola, à fond, nos langues, très important. Eh bien, Muriel avait une question, je crois. Oui, en fait, docteur Mbassi, je me suis posé la question. À un moment donné, vous avez dit que on se regroupait en cercle pour pouvoir parler, mais que dans ce regroupement, c'était pas seulement les personnes qui étaient présentes dans ce cercle, mais aussi les ancêtres et les enfants à venir. Et ma question, est-ce que justement, par rapport finalement à ces choses ancestrales, en fait, qui apportent un socle, moi, je pense, à nos cultures et puis à notre identité. Est-ce que vous avez développé ça un petit peu plus? J'ai la curiosité de vouloir lire un peu plus sur ça, en fait. Parce qu'en tant que thérapeute, on travaille parfois, c'est une thérapie qui s'appelle la constellation familiale,
où justement on va chercher justement, même avec les ancêtres, et les choses qui se répètent de génération en génération, et en les mettant en lumière, eh ben, ça permet de briser la chaîne. Donc, par exemple, des hommes ou des femmes qui ne se marient pas, ou, enfin, des choses qui se passent un peu dans les familles et qui sont récurrentes. Alors, en le mettant en lumière et en le redonnant, comme on dit, redonner à César ce qui lui appartient, ben, ça permet en fait de libérer la parole, mais surtout d'enlever un poids qui ne nous appartient pas. Et je trouvais que justement, lorsque vous avez parlé de ça, ça faisait beaucoup écho par rapport à cette thérapie. Et je voulais savoir, est-ce que vous alliez justement développer un petit peu plus de ce côté-là? Je pense, mais c'est très délicat parce que souvent, je généralise un peu, hein, dans nos cercles afro-diasporiques, donc les gens du continent et d'ailleurs, on a tendance à mélanger les cosmogonies, l'ésotérisme et ce dont je suis en train de parler. Mais ce n'est pas la même chose. Je parle du fait que beaucoup d'Africains, notamment dans la région de mes parents, on considère qu'on n'est pas tombé du ciel. C'est-à-dire qu'on sort, déjà on a souvent la tête d'un grand-père ou d'une grand-mère, on s'exprime d'une manière similaire à un ancêtre qu'on n'a jamais vu, qui est décédé avant qu'on ne naisse, et tout ça. Donc, il y a un continuum d'humanité, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste la personne qu'on est, on a une généalogie derrière, et on a des gens qui arrivent devant. Je sais que, par exemple, moi, j'ai eu mon fils, mon deuxième fils, il n'a pas connu mon père, mais il faisait les mêmes choses, les mêmes petits tics que mon père quand il écrivait, quoi. Et je regardais ça, je me dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, j'ai commencé à regarder là-dedans, et la science est parfois un petit peu en retard sur ces choses-là, mais l'épigénétique commence à regarder un peu ça, un peu les traumas transmis, pas seulement les traumas, même l'éthique, les aptitudes et tout ça. D'ailleurs, j'ai un projet de livre, enfin, je voudrais faire un TV show, comment on appelle ça, une série télévisée, mais bon, ça c'est encore compliqué, sur une jeune femme qui est la descendante de Zinga et d'une reine japonaise, et qui se retrouve à avoir des super powers. Elle vit aux États-Unis. Je ne sais pas comment je vais faire pour financer ça. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai envie d'explorer un peu ce côté où qu'est-ce qu'on porte en nous dont on n'est même pas conscient. Et les constellations, j'en ai entendu parler parce que j'ai Oui. une copine qui m'a dit... Mais en fait, quand vous parlez, moi, d'épigénétique, ils ont commencé déjà à faire ces études-là, mais sur les populations juives, où justement ils montraient par rapport aux guerres mondiales, comment en fait, par rapport au trauma, au niveau génétique, il y a eu des changements, et les femmes qui avaient des nouveaux bébés, on voyait ces changements au niveau des nouveaux bébés. Mais on ne l'a pas fait au niveau des Noirs, et on a été non, plus... Il n'y a rien pour les Noirs. Ouais, il n'y a rien pour les Noirs. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai sauté un peu dessus quand j'ai entendu, lorsque vous avez parlé de ça, je me suis dit, ah, peut-être que vous allez peut-être aller vers ce versant-là, parce que on le fait, excusez-moi le terme pour les Blancs, mais on ne le fait jamais pour nous, alors qu'on a un réel besoin de compréhension et de voir aussi que ce n'est pas des choses ésotériques, mais c'est vraiment des choses scientifiques qui sont calculées, vues, voilà, et qui peuvent vraiment apporter en fait un autre langage et une nouvelle compréhension des choses. Oui, je suis d'accord. J'ai envie de pousser là-dedans. J'ai un petit exemple venant de moi. Moi, j'étais, je ne sais pas comment on appelle ça. J'apprenais vite. À 2 ans, j'ai appris à lire toute seule. Donc, j'étais un ovni, quoi. Un enfant bizarre. Prématuré, malade tout le temps, mais le cerveau à des kilomètres devant, genre, quoi. Et en fait, ma sœur répétait une leçon d'allemand et elle coinçait toujours sur une phrase. Et d'avant, j'étais en train de jouer à la poupée ou je ne sais pas quoi. Et j'en ai eu marre et je lui ai dit toute sa phrase en allemand. Et mon père, il a fait « What ?» Et il a dit à ma sœur « C'est correct ça ?» Et elle a dit « Oui, oui. » Et entre parenthèses, j'énervais beaucoup ma sœur à cause de ces trucs-là, quoi. Et le lendemain, j'étais inscrite à l'Institut Goethe par mon père. Mais il était presque en larmes parce que son père, figurez-vous, était interprète pour les Allemands quand ils étaient colons au Cameroun. Donc, il m'a regardé, il s'est dit « Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis un homme qui a étudié, mais il était complètement perdu. » Et il se disait, et après, ma mère lui a dit non, mais il y a des aptitudes linguistiques qui sont dans des familles et tout ça. Mais ça lui a fait un choc parce que ça lui a remis l'image de son père.
Son père Bien est sûr. décédé quand il avait 18-19 ans. Donc oui, j'ai envie de pousser là-dedans. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je ne connais pas assez. Donc, je tâtonne un peu, mais je pense que je vais explorer ça parce que je suis d'accord que déjà, il faut qu'on arrête d'appeler tout l'ésotérisme et d'appeler tout la sorcellerie, quoi. C'est n'importe quoi. On met tout dans le même panier. Ce sont des connaissances qu'on ne maîtrise pas. Ce sont des connaissances qu'on ne maîtrise pas, c'est tout. On parlait, apparemment, les gens de ma région, on est au bord de la côte, donc il y a beaucoup, c'est le peuple de l'eau. Et en fait, il y a des gens dans la région de Douala qui arrêtent la pluie. Je ne sais pas si Dino, tu as entendu parler de ça. Oui. Quand il y a des événements, ils arrêtent la pluie pour qu'elle ne tombe pas. Alors, nous, la colonisation religieuse nous a appris que c'était l'ésotérisme, mais je ne crois pas. Qu'est-ce qu'on en sait que ce n'est pas juste une connaissance de la nature et de contrôler la nature. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai envie de regarder. Et aussi ce que j'ai mentionné, cette connexion des ancêtres, des gens qui sont partis et de ceux qui ne sont pas encore là, mais qui font partie de l'ensemble. Donc oui, je vais poursuivre, Muriel, mais je ne vous garantis pas que ça va être bien. Hein. Je tâtonne à fond, là, quoi. Mais en fait, je pense qu'il faut commencer quelque part et le fait de pouvoir le faire pour la communauté, c'est un plus parce que ça n'a pas été fait, en fait. Oui. Et Voilà. déjà, moi, j'en ai besoin aussi. Hein. Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question de Paola. Oui, Elle dit, elle écrit toujours. Oui. ouais, elle écrit toujours. Elle ne peut pas aller dans le train. Je ne sais pas Bien si je devrais le dire, mais je l'ai déjà dit, donc malheureusement. Elle dit, je constate aussi que la musique est de nos jours plus festive et beaucoup moins éducative. J'ai dit très mal, donc je ne vois pas très bien. Les artistes mettent en avant le rythme et moins le message. Est-ce que, en tant que chanteuse, vous pouvez nous éclairer sur ça? Voilà. Déjà, oui, merci Paola. Déjà, il n'est pas tard hein, pour apprendre le Douala parce que maintenant, les gens mettent des leçons de langue africaine partout sur Internet. Donc, allez-y. Soyez courageuse parce que les Douala sont très durs avec les gens qui parlent mal. Donc, prenez courage. Mais pour ce qui est des chants, oui, ce n'est pas un phénomène africain. Hein. En Occident, c'est pareil. Moi, je suis désolée, hein, vous allez me dire que je suis une vieille radoteuse, là, mais souvent, on me met 10 artistes, des jeunes là, qui ont moins de 25, 28 ans. Je dis, mais où est la différence? C'est la même, quoi. C'est-à-dire qu'on dirait que ces artistes sortent d'une machine et de temps en temps, on a une personne différente, mais les autres, c'est comme une machine, quoi. Donc, je pense que la disponibilité des connaissances, le fait que la musique soit partout, tout est sur Internet, tout est accessible, ça fait qu'il n'y a pas de sélection naturelle. Il y a moins de sélection naturelle. Quand Dino et moi, on a commencé, on devait aller enregistrer, aller chercher le matos là-bas. Tu as le 4 pistes, il faut que tu saches jouer. Si tu ne joues pas bien, c'est compliqué, quoi. Dino, tu te rappelles. Donc, si tu ne connais pas, tu comprends, en fait. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas. Alors que maintenant, ça s'est démocratisé. Pardon, ça fait très snob ce que je dis. Mais c'est un peu la vérité. Il n'y a plus de sélection naturelle, quoi. Parce que nous, quand on faisait la musique, déjà, nos parents ne voulaient pas. Et puis, c'était dur, quoi. C'était compliqué. Donc, il fallait vraiment que ce soit une vocation. Maintenant, encore une fois, gardez à l'esprit que j'ai 57 ans, donc je suis d'une autre génération. Chaque enfant qui ne sait pas ce qu'il veut faire, il dit que je vais faire la musique. Elle n'est pas C'est tout ça qui dire. nous donne les choses. C'est ça qui nous donne les choses. Donc, Paola, j'espère que j'ai répondu, mais je pense que c'est ça. Et aussi, il n'y a pas que Dino. Moi, on a notre ami là, Christo, qui est là. On est des personnes on a quelque chose à exprimer à travers la musique. Les autres, et je ne les blâme pas, après tout, ça s'appelle music business en anglais. Ce qui les intéresse d'abord, c'est l'argent. Donc, Paola, je pense que c'est ce qui a conduit à cet état des choses. Mais en même temps, c'est bien parce que ça fait une diversité, il y en a pour tous les goûts. Hein. Moi, j'ai des enfants ici qui me demandent, Miss, what do you listen to? Quelle musique j'écoute? Je dis, I listen to dead people. Ça les fait rire. Je n'écoute que les gens qui sont morts. C'est pas vrai, mais c'est pour leur dire que tous vos gens là, vraiment, excusez-moi, quoi. Et je veux pas être snob, mais je sais pas. C'est terrible. En tout cas, je me suis dit, il faut que j'accepte, le monde, il est comme ça, on avance. On avance. Voilà. Je ne rejette pas l'IA, je ne rejette pas le reste. Pourquoi rejetterais-je des artistes qui font autre chose? Il n'y a pas de souci. Mais ça fait partie du monde dans lequel on vit maintenant. Voilà. Donc, Paola, j'espère que j'ai répondu. Mais n'abandonnez pas le doigt là, Paola. Encourage. Alors, docteur Narcisse Pommecan, je crois, d'abord, et puis docteur Kessler, bien aimé. Question. Non, mais c'était juste pour un commentaire entre le débat qu'il y avait entre, je sais pas, désolé du nom. La dame, j'ai pas Muriel. retenu le nom, Muriel. mais sur l'arbre à palabre, mais je crois qu'elle est dans la thérapie, je sais pas. Oui, oui, oui.
Muriel, oui. Mais désolé. Oui, le débat entre elle sur l'arbre à palabre, je crois que le concept a même été transporté ici. Je voulais juste vous dire, il y a toute une association, si elle n'est pas en France, elle est en Belgique, qui s'appelle Arbre à palabre et qui utilise la méthode, ils ont carrément conceptualisé comme une méthode thérapeutique. Et donc, c'était juste pour un peu ajouter de l'eau à votre verre. Vous pouvez voir, et c'était totalement une appropriation. Et il y a tout un concept, tous des médecins qui ont travaillé là-dessus pour l'utiliser dans des situations liées à la thérapie, quoi. Donc, je voulais juste faire ce commentaire. Sur Internet, vous tapez, ah, bah, voilà, il y a toute une association qui existe là-dessus. Et c'est une association d'ordre médical, si je me trompe. Et est-ce qu'il y a des gens d'origine d'Afrique ou des Antilles Ça, je saurais le savoir. Par contre, les articles que j'ai lus, c'est bien des médecins européens qui ont écrit dessus. Donc, je ne sais pas maintenant si là-bas les ancêtres sont présents, mais je n'ai pas assisté. C'est juste dans mes recherches que je suis tombé là-dessus. Donc, ça, c'est toute une autre dimension qu'il va falloir questionner. Mais Parce bon, que ce c'est serait bien qu'ils incluent quand même des gens dont c'est la culture, quoi. Bon, bref, c'est toujours la même chose. Ouais. Et oui, c'est compliqué. Docteur bien-aimé, question? Oui, merci, Doc Sixon. Et en fait, ma question, la question en fait que j'ai, c'est comme il s'agit de musique et en lien bien sûr à la question de la colonialité. Donc, et comment se positionner par rapport à un objet qui est la musique et que le musicien, c'est-à-dire le pratiquant ou celui qui est dans la chaîne comme créateur ou qui facilite ou facilitateur, et lui notamment comme créateur, et j'ai un musicien devant moi, c'est Setson, et il est, en principe, il est un être rationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est inscrit dans un espace social et socialisé, bien entendu, et il doit manger, il doit boire. Bien sûr, mais en même temps, il est conditionné par le capitalisme et c'est-à-dire toute la sécurité de distribution. Et tenant compte que, par exemple, mon ami Simpson de toute façon, lui, pas lui en particulier, ça veut dire ça, et sa musique doit être inscrite dans cette chaîne de distribution-là, et cette chaîne de distribution est liée à un capitalisme qui ne fait pas de cadeaux, notamment sur la question idéologique, sur la question de perspective et les perspectives coloniales ou néocoloniales, mais comment le musicien a bien regardé les valeurs en général. Je prends du temps au-delà de toute forme je peux dire, de romantisme, comme ça, on est bien content. Et puis, bon, ok, mais en même temps, regarder la perspective dans un temps long, ce que cela va donner pour gérer en termes de libération pour de bon. Et comment le créateur d'aujourd'hui, le musicien, peut s'en défaire? Et parce que de toute façon, il souhaite quand même être populaire et c'est normal. Et être populaire veut dire que il est vendu, il est consommé, il peut voyager, il est ceci, il est cela. C'est très bien. Mais en même temps, comment se défaire de ce piège et de la société capitaliste et puis qui est de plus en plus, hein, qui tétanise, qui prend que nous sommes de toute façon des maillons de cette chaîne qui lui permet de se reproduire indéfiniment et ça roule comme ça et puis on est tranquille, etc. Expliquez-moi. En fait, c'est très sociologique, hein. C'est mon, Oui, c'est mon, oui, il n'y c'est a mon pas de lieu, souci. plutôt. Dino, tu veux répondre ou... Non, c'est toi qui. Kessler, moi aussi, je suis musicienne. Ok, Moi, moi également. Mais j'ai ouais, pas de succès, j'ai pas de succès de mon ami Setson. Dino, oui. Moi j'ai eu un certain succès, on va dire, relatif, pas comme les gens de la pop, hein. J'ai gagné le prix de RFI, j'ai tourné pendant des années, j'ai été la finaliste de BBC Award l'année où Sushila Raman l'a gagné. Donc, j'ai quand même touché une certaine gloire, pas pour très longtemps, parce que pour des raisons personnelles, j'ai arrêté. Mais moi, je fais ce que je veux, en fait. Je ne peux pas faire autrement, Kessler. C'est-à-dire que ça me rend malade de faire autre chose. Je ne peux pas. Sony Music, quand j'avais 28 ans, ils m'ont invité. Je me suis assise devant comment on les appelle, les gens qui signaient les artistes, là. Il a écouté 6 titres, il a écouté un titre et il a ouvert la porte de son bureau. Il a dit à sa secrétaire, je ne prends aucun appel. C'est quand je suis partie après qu'elle m'a dit qu'il ne fait jamais ça et qu'il aime beaucoup ce que je fais. Ok. Il a écouté 6 titres.
d'affilée et il m'a dit, mais vous avez une voix formidable. Bravo. Mais il m'a dit, j'ai juste un problème. Parce qu'il n'est pas bête, le mec. Il m'a regardé, il m'a cerné direct. Il me dit, j'ai juste un problème. Est-ce que vous pouvez être malléable? Et je lui ai dit, je lui ai dit, je ne vais pas chanter Simon Papa Tara. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la chanson de Yannick Noah qui avait été un hit en France. Et je dis ça pas parce que j'ai quelque chose contre Yannick, mais parce que des proches de lui m'avaient dit qu'il voulait faire du reggae en fait, lui. Du vrai reggae. Mais quand tu signes avec ces labels, le capitalisme, ils ont dit non, on raconte une histoire sur ton grand-père, parce qu'il avait dit que des fois, ils avaient l'impression que le grand-père revenait. Le gars a dit, mais c'est ça qu'il nous faut, un truc bien exotique, bien africain. Ouais, c'est ça. Lui a dit, moi, je ne chante pas ça. Moi, je chante pas ça. Et il a éclaté de rire. Il me dit, vous me faites rigoler. Il m'a dit, vous êtes une grande artiste, mais on ne peut pas vous signer parce qu'on ne peut pas vous modeler. C'est ça. C'est ça mon rapport avec le capitalisme. Ça illustre très bien la question. C'est-à-dire que selon Silberman, parce que ce que je dis là, c'est une critique plutôt de Silberman qui est sociologue, Ouais. mais bon, il nous met en garde concernant cette perspective. Et c'est normal parce qu'il faut que les gens boivent, mangent, circuler pour pouvoir s'occuper. Mais en même temps, est-ce qu'on est consentant pour faire le deal? Et c'est pas seulement pour des musiciens, même pour l'artiste. Non, c'est pour Moi, tout je le suis monde. c'est pour tout le monde. Donc, et moi, même pour nous chercheurs, et c'est pareil. Donc, on est inscrit dans un gros canevas. On est là-dedans, on est des pions. Et si on veut être connu, si on veut faire le deal, et pour répéter le gros monsieur qui est à Washington, donc il faut emboîter le pas. Et là, je crois qu'il y a très peu, de questionnements et sur ça, mais merci de l'avoir fait. Et d'une part, vous êtes une grande artiste, mais vous avez été mise à l'épreuve et Moi, de faire un choix. Des fois, je me demande si j'aurais pas dû dire oui. Ouais, je comprends, mais c'est une manière d'illustrer ça, hein, parce que vous parlez depuis du dedans, c'est-à-dire vous avez été mise à l'épreuve de ça. C'est pas quelqu'un qui parle qui aurait souhaité d'être en situation de signer avec un grand label et puis qui a fait le choix de rester. Donc vous avez fait le choix et vous l'assumez. Bon, c'est du courage quand même, mais en même temps, de point de vue d'Adorno, c'est irrationnel. Oui, mais sauf que je dors bien la nuit. Mais bien sûr, non, mais c'est bien sûr. Et que si ça ne va pas, je peux aller faire le ménage, quoi. Même s'il n'y a rien d'autre à faire. J'aime bien cette irrationalité. J'aime bien cette irrationalité. Mais c'est très poétique. J'aime bien ça. Merci. C'est-à-dire que pour moi, si ma musique ne peut plus, même ma musique ne peut plus me ressembler, mais qu'est-ce qui va me rester en fait? C'est ça. C'est ça le véritable problème. Moi, j'ai eu le même problème au début de ma carrière, en tout cas il y a 30 ans. Plus 30 ans d'ailleurs, enfin 30 ans, discographiquement parlant, on va dire. Le mec se fait écouter à un producteur, il me fait, au bout du deuxième morceau, il arrête vite la cassette. À l'époque, c'était les cassettes. Bon, c'est sont venus, hein. En 2000, ils ne connaissent pas les cassettes. Il arrête rapidement, il me fait, ça, c'est pas africain, ça. Il dit, ah bon? Et parce que vous connaissez mieux l'Afrique que moi. Non, mais vraiment. Il dit, voici l'Afrique. Il me fait écouter un gars d'Afrique de l'Ouest avec du balafon. Mais le mec, il s'imaginait que pour moi, je rejetais l'Afrique. Il dit, non, c'est moi, c'est moi. C'est comme elle disait Constance tout à l'heure. C'est moi. Je dis, mais je peux pas faire autrement, quoi. Il y a des gens qui vont poser des questions, vont vous dire, mais soyez autre chose. Mais l'autre, il dit, appris. Moi, je suis moi. Je ne suis pas encore pris. Je suis tout seul, là. Je suis dans mon créneau. Et c'est très dur, quand même, pour un artiste de faire le grand écart. Parce qu'en fait, on a, pour ceux qui n'ont pas de personnalité, en fait, je pense, là, vraiment, de manière ferme, je peux dire que c'est un manque de personnalité que de vouloir se travestir, de se dire que voilà, on a envie de plaire à une certaine industrie. Cette industrie qui ne connaît rien de la musique. Je dis, moi, je connais de la musique, vous ne connaissez pas la musique. Non. C'est souvent des vendeurs de savon, hein, comme on les appelle. C'est qu'on a pour vendre. Je dis, non, laissez-nous, les musiciens, parler de la musique. C'est comme si moi, je me substitue, je deviens thérapeute du jour au lendemain comme Muriel ou bien physicien. Non, je ne suis pas physicien. Je suis musicien. C'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas faire autre chose. Je sais pas. Donc, amenez-moi un musicien qu'on parle de musique, à la limite. Mais c'est très complexe pour nous. Et en plus, quand on n'a pas eu... quand on a eu la possibilité de choisir dans la vie, en tout cas des carrières, on aurait pu faire autre chose. Il faut dire aussi que le milieu social aussi importe aussi dans cette démarche, parce que parfois on est obligé, on est
obsédé par l'appât du gain. C'est-à-dire, on a envie de faire du fric, l'argent être dans le film. Je vois son premier album, Constance, Dr. Constance Mbassi, Manga, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on entendait autour. Ça n'a rien à voir. Non, mais on envoyait 1000 démos, hein. 1000 démos. 1000 démos et personne ne voulait me signer, quoi. Personne ne voulait. Il y a un gars, d'ailleurs, pour embrayer là-dessus, je vais chez, c'est une major, voilà, une major de la place à Paris, me dit, c'est bien, mais nous, on veut promouvoir le blues africain. Vous voyez là, les aveugles qui sont là, ils sont sous la neige, tout ça, machin, c'est ce qu'on veut. On montre un peu l'Afrique comme ça. Amadou et Mariam. Voilà, pour ne pas hésiter, ouais, voilà, c'était ça, je crois. À l'époque, donc je parle de ça, on est dans les années 90, je ne sais pas combien. Je lui dis, mais moi, je suis musicien, comment vous voulez que je sois quelqu'un d'autre? Vous voulez que je ferme les yeux, je devienne aveugle aussi, que vous mettez là? Enfin, moi, j'ai commencé à avoir faim. Quand j'ai commencé à faire la musique, j'ai coupé les ponts, j'ai dit à la famille que non, je ne peux plus. Je leur ai rien dit, quoi. J'ai dit, bon, je vais devenir musicien. Sinon, j'aurais pas eu de problème, j'avais pas de problème, j'ai pas eu de galère. Oui. Je vais pas redevenir quelqu'un d'autre. J'ai dit, le chemin inverse. Oui. Le chemin inverse. J'ai eu la même chose que toi, Gino. Hein. Quelqu'un qui m'a dit, mais tu sais, on t'a déjà colonisé. Hein. Ça, c'est un autre gars en France. On t'a déjà colonisé. Il dit, les majors, c'est des capitalistes. Moi, je ne suis pas comme ça. Je dis, OK, c'est quoi ta proposition? On t'a déjà colonisé. Ne fais pas ça. Mets un boubou et prends le djembé et la Corée. Je l'ai accidenté. J'étais jeune, j'étais impatiente, donc je l'ai allumé. Quoi. Ouais. Je dis, ouais, parce que donc, comme on m'a déjà colonisé, toi, tu me recolonises en me disant de quelle partie de l'Afrique je viens? Lui qui est devenu tout rouge. Il dit, oh, pardon. Je dis, mais donc toi, quand tu supposes que la Corée et le djembé, c'est ma culture, tu fais quoi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas de la colonisation, ça? Purée, oui, c'est ça, bien sûr. Il s'est excusé, il m'a dit, je suis désolé, il est parti, je n'ai plus jamais revu. Et quelqu'un m'a dit, mais tu es bête, il fallait lui parler doucement. Il lui dit que non, nous, ce n'est pas les djembés. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il fallait prendre l'argent. Il fallait prendre l'argent. Tu serais Michael Jackson aujourd'hui. Si je viens comme ça, je peux rire et faire un projet là. Mais là, à l'époque, j'avais 25 ans, mon frère. Mais c'est compliqué. Mais en fait, l'enjeu aussi, pour qui a posé la question, c'était Kessler. Et je crois que Paolo commente aussi là-dessus. L'enjeu aussi, c'est que si on fait tout ça, il n'y aura plus rien en fait. Il n'y aura plus rien. Non. Non. C'est-à-dire que la culture se dénivelle par le bas, quoi. Par le bas, il faut qu'il reste quelque chose, quoi. Non, c'est vrai. C'est extraordinaire quand même. Mais on lutte. On a lutté. Oui. Aujourd'hui, on peut être fier quand même d'être arrivé là, quoi. Enfin, d'être là où on est. Parce que quand même, on a résisté autant. Oui. On ne sait pas, tu vois. Moi, je n'ai pas de mépris pour les gens qui font, je comprends, il faut manger. Il faut manger. Mais moi, je ne peux pas parce que finalement, on va faire quoi? Déjà, le Cameroun est un exemple d'un pays où plein de gens ne parlent que français ou anglais. Plein de gens ne parlent que français ou anglais. Quoi. Si je ne chante pas dans ma langue, qui va la chanter? C'est ça le Qui va la chanter? Qui va la chanter? Mais oui. Si tu ne chantes pas Medumba ou autre chose, là, on fait comment là? On fait comment? Donc, les langues, elles vont disparaître, c'est ça? On n'écrit pas des romans dans ces langues. On n'enseigne pas ça à l'école. On ne chante pas aussi, mais finalement... Ouais, c'est ça. On n'existe plus, quoi. Finalement, on est assujetti, quoi. On regarde. Déjà, moi, je trouve qu'on est bien. En tout cas, je ne sais pas pour vous, Gino et toi aussi, mais moi, je suis bien colonisée quand même. Hein. Oh oui, bien sûr. Nous sommes tous. Je le vois, surtout que je fais le travail des coloniales. Le nombre de trucs, là, qui sont sous ma peau, là, c'est folie, quoi. Ah ouais. Oui. Bon, c'est... Non, mais c'est ça la complication, quand même. Ouais. C'est ça la complication. À quel moment, quelle part de nous, effectivement, qui soit à la fois nous et l'autre. Et c'est ça la problématique. Et c'est bon, il faut vivre avec ce qu'on a. On vit dans cette dualité. Dans cette ambivalence. Mais si on est conscient, on ne va pas se perdre là-dedans. Au moins. Non, bien sûr. Mais qu'on fasse ce qu'on peut. On dit, les Anglais aiment dire, pour transporter, tu es un éléphant, pour dans la vraie l'éléphant. réalité, là, même dans les langues, dans la langue haïtienne, en principe, et c'est-à-dire, si je vous parle en créole là, autant que si vous me parlez dans les langues de chez vous, je n'allais pas nécessairement automatiquement comprendre. On est conscient. Donc, il y a une médiation que nous faisons. En fait, chez nous, nous disons nous-mêmes, c'est notre butin de guerre, le français. C'est-à-dire, nous les avons battus pour cette langue. Et donc, on a fait la guerre pour ça et on les a battus.
Donc, Ouais. et nous parlons cette langue comme nous voulons, c'est-à-dire notre français. La première République libre, oui. Ouais, notre français, nous, haïtiens, c'est-à-dire accepter l'accent, accepter tout. Et puis, il faut rester tranquille avec ça. C'est-à-dire, c'est notre français haïtien. C'est tout. Les Anglais disent quand tu tues un éléphant, tu ne peux pas le transporter pour l'amener chez toi. Tu es obligé de couper des petits morceaux. Ouais, c'est ça. Je J'aime porte beaucoup avec cette un doigt. image-là parce que, oui, parce que c'est comme ça qu'on fait. On change ce qu'on peut, n'est-ce pas? On change ce qu'on peut et c'est petit à petit. Et peut-être qu'on ne changera jamais tout. Et peut-être qu'on ne veut pas tout changer parce que c'est trop tard, quoi. Mais au moins la réflexion, le minimum, Oui, c'est... on est dans la réflexion de la chose. On n'est pas dans la contemplation Non. ou dans la distinction, le fait que, etc. Donc, Parce que évitons moi, ça. si tu m'envoies au village où il n'y a pas de wifi et tout ça, là, je vais râler tous les jours, hein, comme une bonne franchouillarde, quoi. Ouais, ça. J'ai jamais dit que je voulais aller en brousse avec des moustiques partout, quoi. Donc, Ouais. on peut aller en brousse, mais est-ce qu'il y a la clim? Est-ce qu'il y a la wifi? Je suis colonisé, en fait, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est notre cas, en tout cas. C'est la réalité de la chose. Ou du moins, c'est la réalité postcoloniale. Et Fanon nous a bien appris ça. Oui. Ouais. Mhm. Alors, il y a des questions ou bien Des commentaires. des commentaires. Comment? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, quand elle parle de premier promoteur de notre industrie, ceux qui ont le moins de conviction seront tentés par la perte du gain, oui, tout à fait. Paola disait si elle ne comprend pas les autres, si elle ne comprend pas les autres, comprendront. On ne peut pas s'oublier complètement et rentrer dans des moules, car ce sera la fin de nos cultures et nos identités. Donc, c'est des réponses, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Je ne sais pas. Mais bon, je répète encore, hein, parce que des fois, on parle, on est animé, mais je ne méprise pas du tout quelqu'un qui met le gain matériel en premier parce qu'il faut payer ses factures. C'est ça. Mais il faut avoir une dignité, il faut avoir un toit sur la tête à manger. Cela donnera ce que cela doit donner comme résultat. Oui. Il faut tout assumer. Hein. Ouais. Mais il y a des choses, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Il y a moyen de moyenner, c'est-à-dire de faire des choses pour qu'on ne soit pas complètement trahi, mais que ce soit quand même... Moi, je vois ce que Gino fait, par exemple, c'est extrêmement complexe, rythmiquement. Il y a des polyphonies là-dedans, mais il lave ça à l'eau de Javel d'une manière, là, ce qui fait que c'est acceptable. C'est pas trop rentre dedans, quoi. Donc, du coup, les autres qui ne comprennent pas tout, c'est-à-dire, tu es entouré de beaucoup de gens qui ne comprennent pas tout, même dans ton Cuba, là. Mais tu mets ça d'une manière qui est quand même avec un langage universel pour que les autres puissent au moins adhérer. Je ne sais pas, Gino, qu'est-ce que tu penses de ma remarque? Non, c'est vrai ce que tu dis. En fait, et c'est même inconscient, en fait. C'est comme tu dis, on a ça en nous. On a toutes ces composantes-là. Enfin, je parlerai plutôt de dualité, c'est-à-dire l'Occident et puis nos racines africaines. Parce que on n'y peut rien. On fait avec. Et du coup, quand on écrit, on se met sur le papier, on se met à écrire. On ne pense à rien. Moi, enfin, personnellement, moi, je pense à la musique, tout simplement. Et à la fin, ça donne ce que ça donne, quoi. Et les gens me disent, ah ouais, mais ça sonne comme... J'ai dit, ah bon? Je ne savais pas. J'ai dit, oh, ok, c'est bon. Pareil, oui. Parce qu'on est déjà mélangé. Je ne cherche pas à aller au village maintenant et regarder exactement comment ça se jouait en 1830. Non, c'est pas ça. Mais on écrit ce qu'on a dedans nous. Hein. Voilà. Et on essaie de mettre plus en avant comme on peut, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on a de notre patrimoine, de nos racines en tout cas, et puis de mettre ça en relief, enfin de valoriser comme on peut. Oui. Avec moi, la langue est pour moi le fer de lance quand même. Hein. Voilà. Parce que je peux faire des ballades, jazz et tout ça, là, mais la langue est quand même quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais chanter en anglais ou français, c'est pas ça. Mais la langue, elle porte quand même quelque chose. Oui, elle porte. C'est toute une histoire. Elle nous dévoile, en tout cas. Il y a un commentaire, il y a quelqu'un qui nous dit, je crois que c'est Paola. Oui. Il nous dit qu'il faudrait plus de discussions comme ça, comme celle-ci, pour nous conscientiser, mais force est de constater que même lorsque c'est gratuit, ils ne viennent pas. Ouais, bon, c'est ça. C'est le cas. Mais on n'est pas du tout chagrin, Paola. Je vais répondre comme un ami à moi dit, il n'y a pas le riz et le poulet. C'est cruel, hein? C'est un Camerounais qui dit ça. Il dit qu'il n'y a pas le riz et le poulet, donc ils ne vont pas venir. C'est exagéré.
Après, Mais après je vous dirais que je trouve que cette dualité alimentaire et puis aussi faire des choses qu'on veut, ça tient à nos valeurs. Alors, tout oui, dépend des valeurs de tout un chacun, ce qu'on nous a inculqué, ce que les parents nous ont transmis, et puis également ce qu'on passe, on veut passer, transmettre. Donc, si derrière l'art qu'on fait, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, quel que soit, même en tant que scientifique et en physique, quel que soit ce qu'on fait, en fait, il faut savoir est-ce qu'on a envie de changer quelque chose, d'avoir un impact dans la population, d'avoir un impact dans nos cultures, dans nos pays, sur les enfants, ou est-ce qu'on le fait juste pour le plaisir de faire de façon un peu égoïste ou juste alimentaire? Et parfois, en fait, certaines personnes n'ont peut-être pas de valeurs qui les poussent à aller plus loin. mhm, Et c'est vraiment les valeurs qu'on va poser sur chaque chose qu'on va faire, en fait, oui, dans c'est mon vrai. sens. Non, c'est vrai, hein? Oui, oui, d'accord. Moi, pour mon doctorat, on m'a proposé une bourse pour faire mon doctorat, mais la personne m'a demandé d'écrire sur les enfants noirs en Angleterre. Mm. Et j'ai dit non, mais moi, j'ai pas envie Ouais, ouais. j'ai Mais pas pour envie moi, d'écrire sur, j'ai pas envie d'écrire sur les enfants noirs en Angleterre. Il m'a dit, parce que ton truc, là, comme Franck, tout le monde s'en ouais, fout. en fait, C'est les dans enfants noirs en dans Angleterre. mon cas, on m'avait demandé d'écrire ma thèse, bien sûr sur Port-au-Prince, mais une thèse qui peut sauver Port-au-Prince au sens de venir avec des projets, etc., des projets d'aménagement, etc. Bon, c'est compliqué pour moi. Mais oui, C'est mais moi, j'ai compliqué. dit non. J'ai dit non, mais on m'a dit, mais tu vas financer ton doctorat toi-même. J'ai dit, Ouais, mais tant pis. Tant ouais, pis. c'est compliqué. Donc, finalement, je fais ce que je voulais faire. Ouais. C'est Mais par contre, respect, une thèse respect, hein. utile, on peut dire une thèse utile, c'est-à-dire Utile. que Ouais. les princes peuvent utiliser pour bien tourner, hein. Oui. Non, moi, je respecte les gens qui arrivent. C'est une force, en fait, hein, à mon avis. Muriel a parlé de valeurs, je suis d'accord, mais c'est des valeurs différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent le gain pécuniaire et le confort matériel au-dessus de tout. Et je les respecte. Moi, je n'ai jamais réussi à faire ça. Il y a environ 20 ans, j'ai essayé de faire un titre de dance music, mais j'ai tellement ri, tellement c'était nul. J'arrive pas. Je ne sais pas faire ça. Voilà. Donc, j'ai laissé tomber. Mais je respecte les gens qui mettent le pécuniaire avant tout parce que c'est aussi une orientation, c'est aussi une valeur. Mhm. Voilà. Différente Ouais, de la ouais. mienne. Et voilà. Enfin, il y a une question assez pertinente, bon, préoccupation, ou une question également dans le chat Oui. qui mériterait, moi, j'ajouterais, pas Ah, ajouter, mais Guy, ouais, finalement, Guy a reçu. je crois qu'il Oui. faudra quand même pas donner une réponse, mais au moins insister sur ça. Oui. Et sur la question, comment décoloniser le concept hérité de la période coloniale dans la recherche, Oui. particulièrement dans, dans les domaines touchant l'identité, sans Important. compromettre la rigueur scientifique, ni se sentir trahi ni se sentir qu'on se trahit. Bon, Oui. moi-même, en attendant que vous répondiez, Oui. moi, je dirais qu'il faut sortir du mimétisme, Oui. c'est-à-dire dans sentier battu. Mhm. Comme quoi, tous les ouvrages tout le savoir qu'on a déjà acquis dans notre Oui. parcours et que tout cela, c'est du vrai et que c'est comme ça on peut faire monde avec S. Donc, Mhm. et en ce sens qu'il faut les remettre en question. Si on veut vraiment Oui. s'intéresser à une perspective décoloniale, et donc il faut remettre en question même soi-même. Oui. Et c'est peut-être une possibilité qu'on ait pour se décoloniser. Et courageusement, on se remet en question. Avancer. Bon, en attendant que vous répondiez. Merci beaucoup, Guy, et merci aussi, Kessler. Merci beaucoup, Guy, pour cette question. Comment décoloniser les concepts hérités de la période coloniale? Moi, comment je le fais, c'est que je mets, soi-disant, ou bien je mets des guillemets, je mets un marqueur d'altérité, comme dirait un grand scientifique camerounais. C'est-à-dire, je mets quelque chose de physique autour du mot qui indique qu'il n'est pas normal. Mhm. Par exemple, j'ai parlé des pygmées avant, je n'ai pas dit les pygmées, j'ai dit les peuples originaires de l'Afrique centrale, comme les Akas ou les Baka, dont le nom colonial est pygmée. Donc, Mhm. je vais vraiment surligner le fait que ce n'était pas ça leur nom. Mhm. Et Oui. Guy avait parlé des Bantous. Les Bantous, oui, c'est un Allemand qui a inventé ce terme, je confirme. Il a pris tous les gens qui avaient un peu
les mêmes familles de langues et les mêmes... Oui, oui, oui. Merci. Ouais, merci. Moi, par exemple, dans mon cas, je l'ai fait systématiquement dans la thèse, d'une part, mais d'autre part, dans mon parler, dans ma réflexion au public, j'évite le mot hispaniola. Et c'est-à-dire Petite Espagne, Haïti, Petite Espagne. De toute façon, Oui. historiquement, c'est pas ça. Et la bibliothèque coloniale, les habitus coloniales imposent ça. Et où esclave également. Donc, je fais quand même l'effort, c'est-à-dire je me remets en question ce Oui. savoir acquis, je remets en question ce savoir-là et qui m'a été transmis. Donc, je considère que l'île s'appelait Haïti et que je continue de dire que c'est l'île d'Haïti, c'est pas Hispaniola. C'est pas Et, espagnol. Ouais. ça ne veut pas dire que j'ai des problèmes avec des Dominicains qui sont de l'autre côté de l'île. Au contraire, ils sont des Haïtiens aussi. Je les aime bien. Et ils sont inclus là-dedans. Parce que tenant compte que vous êtes sur un territoire qui s'appelle Haïti, eh bien, donc vous êtes né sur ce territoire-là, eh bien, vous êtes également haïtien. Bon, Oui. ils peuvent ne pas être d'accord, ils se veulent plutôt espagnols, mais c'est bien, mais en attendant, l'identité est vraiment... Chacun son choix. Ouais. Ouais, mais l'identité, finalement, en termes de mémoire fondatrice de l'espace, et Ouais. en dehors de l'arrivée de Christophe Colomb dans la zone, c'est Haïti, eh bien, justement, vous êtes Lui, aussi là, haïtien, aussi haïtien que moi. Christophe Colomb, spécialiste de... Je viens de trouver ce qui existait déjà. J'ai dit que j'ai découvert. Pardon, laissez. C'est ça. Mais non, mais Guy Hervé, c'est une vraie réflexion. Hein, parce qu'il posait la question de comment on fait même de la recherche sur ça. Mais ces termes, ils sont là, on ne peut pas les éviter. Par contre, on peut les déconstruire, comme dirait mon ami Derrida, un de mes philosophes français préférés. Ah, moi Tu aussi. prends un terme, tu le décortiques, quoi. Ça vient d'où, c'est quoi, qui l'a nommé, et comme ça, le savoir avance. Et après, une fois que tu as écrit un ou deux papiers, par exemple, je ne sais pas si Guy Hervé fait de la recherche, les gens qui te lisent savent que tu n'utilises pas le mot bantou. Non, la première fois, tu vas dire les peuples originels de telle région à telle région, que les colons ont appelé bantou. Le deuxième papier, tu mets seulement les noms autochtones de ces peuples. Au troisième papier, tout le monde sait que le mot bantou n'existera plus. Donc, il faut éduquer les gens, en fait. Oui, c'est ça. C'est un effort patient à faire. Ça demande du travail. Mais ouais, c'est une très bonne question de Guy Hervé, là. Ouais, c'est magnifique. Tonton Gino, le neveu, il assure. Ouais. Et merci pour toutes ces réponses, vraiment, ça m'éclaire beaucoup sur... Parce que moi, en fait, je suis pas du tout dans la recherche, mais la linguistique, ça m'intéresse beaucoup. Bon, peut-être quand je serai très vieux, je vais me mettre à la recherche. Mais pour l'instant, je fais de la logistique, mais c'était très intéressant cette solution-là d'essayer de décortiquer un peu les termes et de ne jamais utiliser les termes hérités du colon comme ça. Et Autant que possible, ouais. oui, autant que possible, oui. Donc, merci pour ces réponses. Et, De rien, merci beaucoup. Merci à Mhm. Gino pour cette discussion. Je crois que mon cerveau a augmenté de, je ne sais pas, d'être trois fois plus gros qu'avant. Oui, 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 oui. C'est une belle nourriture mensuelle, en tout cas, hein, tout le temps. Et puis, la présentation est merveilleuse. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir eu cette patience d'écouter tous nos échanges suite à cette brillante intervention. En tout cas, moi, je suis très ému et honoré de savoir nombreux ici au labo. Nous, on est là pour partager aussi et apprendre énormément, quoi, les uns les autres, tout ça, Muriel, Dr Constance Bassimanga, Dr Kessler, Dr Femocon, membre fondateur de ce labo. Donc vraiment, c'est toujours un bonheur. Et puis c'est une belle nourriture enfin, de voir qu'on arrive à consacrer du temps à ce genre de choses, quoi, ces problématiques-là qui nourrissent nos univers respectifs. En tout cas, personnellement, pour moi, c'est toujours faut parler communément tout bénef. On ne va pas parler comme dans l'académie tout le temps non plus. C'est tout bénef. Vraiment, c'est I'm very glad. Merci beaucoup. Moi aussi, beaucoup à apprendre, beaucoup de plaisir. Même les questions me permettent de comprendre mieux. Les commentaires aussi. C'est super. Et c'est beau. Ta question est magnifique, Guy. On va en discuter tout à l'heure, hors micro, ou bien plus tard. Il est tard là-bas chez toi, il est 23h. Il est 22h presque. 22h. Ah ouais, là-bas, il est 23h. Oh! Ouais. Et à Paris, ouais, il est à Paris, lui. À Paris, il est 23h, oui. Ouais. On a une heure de moins, nous. Donc,
chez les Anglais, chez les beefsteaks. Ici, il est 16h51. D'accord. Comme à Haïti. Ouais, ouais. Eh ben, bon, mais merci. Je rejoins le train un peu tardivement. Je faisais un travail communautaire. Il y a une Camerounaise qui est vraiment, elle est spécialiste de déchets. Elle a utilisé notre plateforme à l'Ouafrique pour l'héberger. C'était très bien. Oui, Et ça, d'accord. son truc. Bon, il faut se supporter ensemble, hein, parce que c'est important en termes de Oui, solidarité. Et puis, d'une part, Dr. Sitson m'avait passé les coordonnées de Dr. Mbassi. Je vous contacterai à l'Afrique, hein, vous contacterai notamment pour une discussion autour de la décolonisation, parce que je crois il faut insister sur ces genres d'échanges pour que oui, nos étudiants puissent de plus en plus soient au courant et puis décomplexer les gens par rapport à ça. Il y a beaucoup de... C'est-à-dire, surtout, c'est différemment approprié que ce soit en Afrique, dans oui. cet espace-là, en France, dans les États-Unis. On peut regarder comment est représenté ce concept, comment est approprié dans différents lieux comme ça. On en a Et- besoin en Afrique beaucoup Ouais, aussi. justement, on va en discuter. Bon, je vous contacterai autour de ça et merci déjà. Merci beaucoup. Au C'est plaisir. Dino qui est le magicien qui a organisé tout ça. Merci Justement, beaucoup, justement. Dr. Constance. Et vraiment, merci infiniment à tous et à toutes et à tous, d'abord les femmes. Et merci à toi, la conférencière Dr. Bassimanga. Et on se donne rendez-vous le mois prochain, le dernier samedi du mois. N'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. C'est research@polyvocal.com. Donc voilà, vous serez informé de les upcoming talks. Mhm. Thank you so much for Welcome. yeah, and hope Merci. to see you soon. Thank you. Have a blessed weekend. Thanks. Bye bye. Thank Bye. you, everyone. Merci. Camilla. See you soon. Camilla. Thank you. Dino, on peut se parler ouais, ou là, ou après, ou peu importe. Hein, mais... Ah Oui. ben, t'es là, voilà. Attends, je coupe seulement l'enregistrement. Au fait, docteur Fomekong,